Ah ouais? À ce point-là? Ouais. Bon bah, désolé, hein. Maxime Chatham, Autre Monde, l'alliance des trois. À Clémentine et Antoine et à nos parents qui ont pris la responsabilité de nous aimer. Pas toujours le cas de tous les parents. Il existe des endroits sur Terre où le monde n'est plus celui que nous connaissons. Ah oui, attendez, juste avant de continuer, je vais juste désactiver tout ce qui est son, évidemment. Désactiver les sons. Donc, ce son. Là. Son, ça aussi. En fait, je vais juste désactiver les points de chaîne, quoi. Faire ça. Là, on désactive. Ok, et puis les sons par commande. Ça. Clip, on peut laisser. Ça, on enlève. Voilà. Voilà. Euh, Normalement, on est bon. Ok. Oh, mais merci, Jimmy. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jim. Eh, pourquoi ça marche pas C'est fou, ça aussi. C'est ouf, ça. L'aperçu fonctionne, mais pas le, mais pas le concret, quoi. Trop bizarre. C'est extrêmement bizarre. Un peu dégoûté. C'est pas grave. On va check ça pour la prochaine fois. Bon. Il existe des endroits sur Terre où le monde n'est plus celui que nous connaissons. Des endroits où tout devient possible, même l'impensable. Des boutiques obscures pleines de livres ou des bibelots étranges comme celle qui ouvre cette histoire. Des ruelles étroites où personne n'ose s'aventurer, parfois même dans une forêt, un lieu entre deux buissons. Il suffit de savoir regarder et de laisser agir la magie. Car ce livre est un grimoire. Mais prenez garde, si vous décidez de tourner la page, il vous faudra une baguette magique, votre âme de rêveur. Celle que bien des gens perdent en devenant adultes. La possédez-vous encore? Alors, ensemble, poussons la porte de ce monde nouveau. Maxime Chatham, le 2 mai 2007. Là, on a une petite map qu'on va comprendre au fil de l'histoire, je présume. Premier chapitre, premier signe. La première fois que Matt Carter fut confronté à une sensation d'anormal, c'était juste avant les vacances de Noël.
Ce jour-là, il aurait dû se douter que le monde ne tournait plus rond, qu'il allait se produire quelque chose de grave. Mais quand bien même il aurait pris ce phénomène au sérieux, qu'aurait-il pu faire? Pouvait-il imaginer à quel point tout allait changer? Aurait-il pu l'en empêcher? Certainement pas. Il n'aurait rien pu faire, sauf prendre peur, ce qui aurait été pire. C'était un jeudi après-midi, l'avant-dernière journée de cours. Matt accompagnait Tobias et Newton dans la tanière du Dragon, une boutique spécialisée en jeux de rôle, wargames et autres jeux de plateau. Ils étaient partis du collège et marchaient dans les longues rues de Manhattan à New York. Matt, 14 ans, bien que sa taille lui en fasse paraître 2 de plus, adorait se promener dans cette ville, entre les canyons de buildings étincelants. Il avait toujours possédé une imagination débordante, et dans ses moments de rêve, il se disait que Manhattan était une forteresse d'acier et de verre, les centaines de tours protégeant ses habitants d'un danger extérieur. Lui se sentait un chevalier parmi d'autres, attendant le jour où l'aventure ferait appel à ses talents, sans se douter un instant que celle-ci allait prendre un tour inattendu, tout aussi implacable qu'angoissant. « Il ne fait pas froid pour le mois de décembre, vous avez remarqué ?» demanda Tobias. Tobias était un garçon noir, assez petit, toujours actif. S'il ne tapait pas du pied ou n'agitait pas des doigts, alors il parlait. Le médecin lui avait dit un jour qu'il était un grand angoissé, mais Tobias n'y croyait pas. Il débordait seulement d'énergie, point. Il avait 1 an de moins que ses camarades, et un vrai don pour les études au point d'avoir sauté une classe. Et une fois de plus, il avait raison. Les blizzards habituels à cette période de l'année n'étaient pas apparus et la température refusait de descendre au-dessous de 0. Avec les scouts, continua-t-il, on va même aller camper dans le comté de Rockland pendant les vacances. Camper en plein mois de décembre. Lâche-nous avec tes scouts, protesta Newton. Newton, au contraire, était aussi grand et costaud pour son âge qu'il manquait de subtilité, essentiellement tourné vers sa petite personne. Néanmoins, il était un compagnon de jeu de rôle inestimable pour son imagination et son implication. N'empêche, c'est vrai, insista Tobias. Ça fait 2 ans de suite qu'on n'a presque pas de neige. Moi je vous le dis, c'est la pollution, ça dérègle toute la planète. Ouais, eh bien en attendant, vous allez avoir quoi pour Noël? Demanda Newton. Moi j'attends la nouvelle Xbox, avec Oblivion, j'adore ce jeu. Moi j'ai demandé une de ces tentes qui se déplie toute seule quand tu la sors de son sac, répliqua Tobias. Des jumelles pour l'observation des oiseaux et aussi un abonnement à World of Warcraft pour l'année prochaine. Newton fit la moue, comme si une tente et des jumelles ne pouvaient être des cadeaux acceptables. « Et toi, Matt ?» interrogea Tobias. Matt marchait les mains dans les poches de son manteau noir qui ondoyait dans le vent. Ses cheveux bruns mi-longs lui fouettaient le front et les joues. Il haussa les épaules. « Je ne sais pas. Je crois que cette année, je préfère l'ignorer. J'aime bien les surprises. C'est plus magique, » dit-il sur un ton qui manquait de conviction. Tobias et Matt se connaissaient depuis l'école primaire, et Tobias comprit que ce Noël-ci aurait une saveur particulière pour son ami. Ses parents venaient de lui annoncer qu'ils se séparaient. Au début, fin novembre, Matt avait pris la nouvelle avec philosophie, il n'y pouvait rien. C'était la décision de ses parents et bon nombre de ses copains vivaient ainsi, un coup chez leur père, la semaine suivante chez leur mère. Puis, au fil des semaines, Tobias l'avait vu s'étioler à mesure que les cartons s'entassaient dans l'entrée en vue de déménagement, prévu pour le début d'année. Il était moins concentré pendant leurs parties de jeu, et même pendant les cours. Ses notes, déjà pas extraordinaires, s'étaient effondrées. La réalité du divorce le rattrapait. Ne sachant que répondre, Tobias donna une petite tape amicale dans le dos de son camarade. Ils descendaient Park Avenue, longeant le sillon du chemin de fer qui coupait l'artère en deux, et arrivèrent dans un quartier moins entretenu. Les 3 garçons savaient que leurs parents n'aimaient pas qu'ils traînent dans ce coin. Des détritus jonchaient le trottoir et des tags s'étalaient sur les murs. Au croisement avec la 110e rue, le trio tourna, presque rendu à la tanière du Dragon. Ici, les immeubles étaient moins hauts, mais le soleil n'y descendait pas à cause de l'étroitesse de la voie.
Les ombres des habitations rendaient l'endroit sinistre. Newton désigna la devanture crasseuse d'une boutique dont la poussière opacifiait la vitre. Seule restait lisible la pancarte flottant au-dessus de l'entrée, au bazar de Balthazar. Alors les gars, vous avez toujours les poules mouillées ? Vous êtes toujours des poules mouillées ? Matt et Tobias échangèrent un bref regard. Le bazar de Balthazar servait aux garçons de collège pour tester leur courage. Outre le lieu qui n'avait rien d'accueillant, c'était surtout son propriétaire qu'on craignait. Le vieux Balthazar détestait les enfants, à ce qu'on disait, et n'hésitait pas à les jeter dehors à grands coups de pied dans l'arrière-train. De là étaient nées nombre de légendes à son sujet, et on ne tarda pas à entendre que le bazar était hanté. Personne n'y croyait, mais on prenait soin de ne pas s'en approcher. Pourtant, à la rentrée, Newton s'y était rendu tout seul. Il en était ressorti après avoir passé les 5 minutes réglementaires pour réussir l'épreuve. C'était tout Newton, ça. Le besoin de prouver sa bravoure, quitte à faire des choses puériles. On n'a pas peur, fit Tobias. C'est juste que c'est débile, cette histoire. C'est l'épreuve du courage, rétorqua Newton. Sans ce genre de test, comment veux-tu prouver ta valeur ? On n'a pas besoin de ce genre de truc idiot pour être courageux. Alors vas-y, prouve-moi que c'est idiot, qu'il n'y a rien à craindre et que tu es un homme, un vrai. Tobias soupira. Il n'y a rien à prouver, c'est nul, c'est tout. Je savais que tu te dégonflerais, pouffa Newton. Matt fit un pas en avant vers la rue. Ok, on va y aller, Tobias et moi. L'intéressé ouvrit de grands yeux surpris. Qu'est-ce qui te prend ? Bafouilla Tobias. Puisque vous êtes deux, entama Newton, vous devez revenir avec quelque chose. Tobias fronça les sourcils. Tout ça prenait mauvaise tournure. Quoi, comment ça, fit-il ? Vous devez piquer un truc à Balthazar, n'importe quoi, mais revenez avec un objet. Et là, vous serez des braves, les mecs. Vous aurez tout mon respect. Tobias secoua la tête. C'est complètement idiot, ce... Matt l'attrapa par l'épaule et l'entraîna pour traverser avec lui la rue en direction de la vieille échoppe. « Qu'est-ce que tu fais ?» protesta Tobias. « On ne doit pas y aller. Newton est un crétin qui fait ça pour se foutre de nous. » Peut-être, mais au moins il arrêtera avec ça. Viens, il n'y a rien à craindre. Tobias marchait à ses côtés, profondément mal à l'aise à l'idée de faire quelque chose qu'il ne sentait pas. Matt n'aurait jamais fait ça avant que ses parents divorcent, songea-t-il. Il n'est plus le même, c'est comme le climat, tout fout le camp. Matt marqua une pause devant la porte du bazar. Ce dernier semblait si vieux qu'il aurait pu être là à l'époque des Indiens. La peinture vert sombre de la façade s'écaillait, révélant un bois moisi. La croûte grise était si épaisse sur la vitrine qu'on ne pouvait même pas vérifier s'il y avait ou non de la lumière à l'intérieur. « On dirait que c'est fermé », protesta Tobias avec une nuance d'espoir dans la voix. Matt secoua la tête et posa la main sur la poignée. La porte s'ouvrit en grinçant et ils entrèrent. L'intérieur était pire que tout ce que l'on pouvait imaginer de l'extérieur. Des étagères en bois recouvraient les murs et encombraient la longue pièce dans tous les sens, la transformant en labyrinthe. Des centaines de milliers d'objets s'entassaient pêle-mêle. Bibelots, presse-papier en forme de statuettes, bijoux aussi anciens que la boutique, livres à reliure de cuir craquelé, insectes séchés et punaises dans des boîtes transparentes, tableaux noircis, meubles bancals, le tout recouvert d'une impressionnante couche de poussière, comme si personne n'y avait touché depuis des siècles. Mais au final, le plus surprenant était encore l'éclairage, réalisa Matt. Une seule ampoule nue, perdue au milieu de ce capharnaüm. Et qui ne diffusait qu'une lueur chiche, abandonnant le reste de la pièce à sa pénombre mystérieuse. « Oh vraiment, je crois qu'on devrait sortir d'ici », chuchota Tobias en levant les yeux inquiets vers le plafond. Sans un mot, Matt contourna la première série d'armoires ouvertes sur les collections de timbres, de papillons et de bocaux pleins de billes multicolores qui attirent tout à coup l'attention de Tobias. Matt fouillait l'endroit du regard sans parvenir à détecter présence humaine. Le bazar semblait interminable et il crut percevoir un murmure provenant du fond. Tobias lui saisit le bras.
Viens, je crois qu'il vaut mieux sortir, je préfère que Newton me traite de poule mouillée que de voler un truc ici. On ne va rien voler, lui répondit Matt sans s'arrêter pour autant. Tu me connais, je ne suis pas comme ça. Alors qu'est-ce que tu fais là, le désespéra Tobias? Mais Matt ne répondit pas, occupé à marcher en direction des murmures. Plus déstabilisant encore que le lieu qu'il visitait, le silence de Matt termina de paralyser Tobias. Il ne put rien ajouter, partagé entre une frousse tenace lui ordonnant de déguerpir et une véritable fascination pour la multitude de billes qui brillaient doucement à travers le récipient en verre. Combien y en avait-il? Peut-être 1000 ou 2000. Impossible de savoir. Certaines luisaient d'un éclat violet et orange, ou noir et jaune, qui les faisait ressembler à des yeux monstrueux. Tobias réalisa soudain que son camarade s'était enfoncé dans le magasin et, ne voulant pas rester seul, il s'élança dans ses pas. Les billes pivotèrent pour le suivre du regard. Tobias se retint de hurler. Il se pencha vers elle, rien. Toutes les billes étaient inertes, rien que des billes. Il avait rêvé, oui, c'était ça. Un effet d'optique ou tout simplement un tour de son cerveau à cause de l'angoisse. Il se redressa et retrouva des couleurs rassurées. Il ne s'était rien passé, tout allait bien, cet endroit n'était rien d'autre que le résultat du délire d'un vieil acariâtre. Oui, tout allait bien. Tobias s'empressa de rejoindre son ami, qui venait de disparaître derrière une pile de livres séculaires. Matt avançait sur le plancher gondolé, et le murmure devint plus audible. Une voix aux intonations contrôlées, semblable à celle des présentateurs de journaux télévisés. À mesure qu'il s'en rapprochait, Matt prit conscience qu'il n'était pas là-haut par hasard. En d'autres temps, jamais il n'aurait relevé le défi de Newton. Il se serait contenté de l'ignorer sans un mot. Matt avait toujours su se préserver de ce genre de bêtises. Il avait le nez creux pour sentir ce qu'il fallait faire ou ce qu'il était préférable d'éviter. Et cette fois, précisément, il était en train de faire ce qu'il était préférable d'éviter. Pourquoi? Parce qu'il était comme ça depuis plusieurs jours, plusieurs semaines en fait. Depuis que son père lui avait dit qu'il allait déménager du quartier et qu'au début, il ne se verrait pas beaucoup. Ensuite, lorsqu'il aurait tout arrangé, Matt viendrait vivre avec lui, si sa mère le laissait en paix. Matt n'avait pas aimé cette dernière remarque. Le lendemain, sa mère était venue lui faire un discours similaire. Ils allaient vivre ensemble, même si son père disait le contraire. Ses parents avaient toujours été différents, elle plutôt campagne, lui très urbain, elle du matin, lui du soir, et ainsi de suite. Ce qu'ils appelaient auparavant leur complémentarité devenait tout à coup le symbole de leur déchirement. Ils étaient le jour et la nuit. Bien sûr, il y avait Matt, leur soleil. Du haut de ses 14 ans, le garçon avait su tout de suite vers quoi il se dirigeait. Une guerre pour obtenir sa garde. 2 copains à lui avaient enduré cette épreuve, un cauchemar. Et qui dit que trop d'amour ne peut nuire, avait ragé Matt. Ses parents allaient se déchirer pour lui. Depuis, il n'arrivait plus à être le même, ne parvenait plus à se concentrer et ses propres réactions le surprenaient. Il n'agissait plus comme le Matt qu'il avait été. Et il n'était pas ici par hasard. À chaque pas, il distinguait un peu plus ses motivations réelles, celles qui le faisaient foncer vers ce qu'il était préférable d'éviter. Il voulait semer le chaos dans sa famille, faire des choses idiotes pour que ça retombe sur ses parents et sur ses relations avec eux. Il voulait les faire souffrir comme il les faisait souffrir depuis un mois. Matt s'étonna lui-même de cet éclair de lucidité. Pourquoi je réagis comme ça? C'est moi le crétin dans cette histoire. Et pendant un instant, il fut tenté de faire demi-tour et de ressortir. Il n'en eut pas le temps. Il déboucha sur l'arrière-boutique où se trouvait un antique comptoir en merisier, un bois rouge recouvert d'une lourde desserte en marbre noir. Assis derrière, un vieil homme, au nez long et fin,
presque chauve, hormis 2 touffes de cheveux blancs au-dessus de ses oreilles. Écoutait une petite radio portative. Il se penchait en avant, comme pour y coller le front, et ses minuscules lunettes rectangulaires semblaient sur le point de tomber de son nez. Sa tête pivota vers Matt sans que le reste du corps suive, et il toisa l'adolescent du haut en bas, l'air soupçonneux. « Que fais-tu là » dit-il d'une voix éraillée. Ce type est tout droit sorti d'un film, s'étonna Matt sans répondre à la question. « Alors, je te parle » insista le vieux Balthazar sans aucune gentillesse. Je voudrais vous acheter quelque chose. » « M'acheter quoi ?» Matt palpa ses poches de jean à la recherche de son argent et sortit 6 billets de $1 qu'il montra, toute sa fortune. « Qu'est-ce que vous avez pour 6 $? » Balthazar fronça les sourcils et ses petits yeux noirs s'étrécirent encore. Il semblait sur le point d'exploser. « Ici on vient quand on cherche quelque chose de précis. » Tonna-t-il. « Où te crois-tu donc ? » Dans un magasin, répondit Matt sans se démonter. Cette fois, Balthazar bondit de son siège. Il portait une grosse robe de chambre en laine grise par-dessus un costume poussiéreux comme son commerce. Il posa les mains sur le marbre du comptoir et se pencha pour fixer Matt droit dans les yeux. « Espèce d'insolent, je suis capable de trouver n'importe quoi pour peu qu'on y mette le prix. N'importe quoi, tu m'entends ? Et toi, tu me demandes ce que je peux te vendre pour 6 $? Ça ne marche pas dans ce sens-là chez moi. Je ne suis pas ce genre de magasin. » Matt commençait à se sentir moins vaillant. Il n'avait plus du tout envie d'être ici et il allait décamper lorsqu'il remarqua un mouvement étrange sous la manche du vieil homme. Il n'eut que le temps d'apercevoir le bout d'une queue huileuse, marron et noire, qui frétillait avant qu'il ne remonte sous le tissu. Il resta bouche bée. Un serpent ? Ce cinglé avait-il un serpent roulé autour du bras, sous sa robe de chambre ? Cette fois, il était grand temps de déguerpir. Mais Tobias surgit dans son dos. Balthazar le vit, et cette fois ses mâchoires roulèrent sous la fine peau de ses joues tant il fulminait. « Et vous venez à plusieurs pour ça, morveux » éructa-t-il. Tobias ne put retenir un gémissement de peur lorsqu'il vit Balthazar se redresser et contourner son meuble pour venir vers eux. Matt fit 2 pas en arrière lorsque Balthazar apparut tout entier. Ce qu'il vit lui glaça le sang. Une autre queue de serpent dépassait de derrière la robe de chambre, cette fois beaucoup plus volumineuse, de la taille d'une grosse aubergine. Elle se tordit avant de remonter à toute vitesse comme si elle avait compris qu'on la voyait. Matt entendit les pas de Tobias qui courait vers la sortie. « Vous allez me foutre le camp tout de suite !» Matt recula de plus en plus vite, tandis que Balthazar fonçait sur lui. Puis il se mit à fuir, il slaloma entre les hautes étagères et vit enfin la porte qui se refermait sur le passage de Tobias. La lumière du jour qui filtrait par l'ouverture semblait lointaine, presque irréelle. Matt y parvint pourtant, tira la poignée et, sur le seuil, sans savoir vraiment pourquoi, il se tourna pour contempler l'antre de Balthazar. Au bout de l'allée, dans la pénombre du bric-brac, le vieux bonhomme le scrutait également. Tandis que la porte se refermait doucement, Matt le vit sourire, content de lui, et dans la dernière seconde, il vit distinctement une langue fourchue jaillir d'entre les lèvres de Balthazar, une langue très sautante de serpent. Coucou Spyrark. Coucou. C'est donc la fin du premier chapitre. De mon tout premier chapitre. C'est un très bel exercice. Hein. C'est un très très bel exercice. Tu gères super bien pour une première lecture. Ah ouais. C'est chaud en vrai. C'est vraiment chaud. Hein. Après, pouvoir lire avec les voix des personnages et tout, ça doit être un délire. Bon, j'espère que ça vous plaît jusque-là. Mais évidemment, s'il y a des fautes, des petits rattrapages et autres, c'est normal. Hein. Je ne suis qu'amateur dans le domaine. C'est hyper chaud. Ah oui, c'est très très chaud. Ouais. Extrêmement chaud.
Euh, Alors pour ceux qui ont écouté, un petit avis, si jamais. Avis, conseil. euh, Vous pouvez en donner pendant que je lis, il n'y a pas de souci. En tout cas, le premier chapitre donne envie de lire la suite. Moi, ça me plaît en tout cas. Je vais attaquer le chapitre 2. Je vais encore boire un coup. Hein. J'écouterai la suite en replay. Bonne nuit. Des bisous à Va. Passe une belle nuit, faites beaux rêves. Merci d'être passé, merci pour tes conseils aussi. Je vais un petit truc ici. Je trouve ça très cool, l'ambiance est là. Et le passage Xbox et World of Warcraft m'a directement mis dans une époque bien précise. Ah là c'est sûr, ouais. Ça t'a parlé un petit peu. Bah, je vais continuer avec le deuxième chapitre du coup. Chapitre 2, Magie. La seconde fois que Matt fut confronté à un phénomène fantastique fut la dernière, avant que la tempête n'arrive. La confrontation avec Balthazar l'avait passablement perturbé, et lorsque, en échangeant quelques mots avec Tobias, il avait compris qu'il était le seul à avoir vu tout ça, il s'était tu. Était-ce à cause du divorce de ses parents? Se pouvait-il qu'il fût à ce point blessé que lui venaient des visions? Tout de même, il n'avait pas halluciné. Balthazar avait bien un serpent autour du bras ainsi qu'une queue de serpent énorme dans son dos, et lui avait tiré une langue fourchue. La pénombre, la peur, s'était-il dit ensuite, sans vraiment y croire. Le vendredi soir sonna le début des vacances pour tout le collège. Matt rentra directement chez lui. Il n'avait pas le cœur à sortir avec ses amis. Il vivait dans un appartement au 23e étage d'une tour de Lexington Avenue. Sa chambre était décorée de posters de films, Le Seigneur des Anneaux en tête. Les tablettes abritaient sa collection de figurines tirées du même film. Aragorn, Gandalf et toute la communauté de l'anneau figuraient en bonne place, face à son lit. Matt mit sa chaîne y fit en marche. System of a Down cracha aussitôt ses premiers accords puissants et agressifs. Le jeune garçon se laissa tomber sur son lit et observa son environnement. Tout ça était nouveau pour lui, ce mélange entre le Matt qui aimait rêver à des mondes fantastiques et le Matt réaliste qui avait soudain émergé cet été pendant ses vacances dans le Vermont avec son cousin Ted, plus âgé de 2 ans. Cette facette de lui qu'il venait de découvrir était née au contact de Patty et Connie, 2 filles de 16 ans. Pour la première fois de sa vie, il s'était intéressé à son look, à ce qu'il disait aux autres et à ce qu'on pouvait penser de lui. Il voulait attirer l'attention des 2 filles, se donner de l'importance.
Ted l'avait pris en main, lui faisait écouter ses premiers disques de métal, lui offrant des conseils pour draguer les filles. À la rentrée, c'était un Matt métamorphosé qui avait rejoint ses camarades. Même physiquement, il avait perdu les petites rondeurs de l'enfance, ses traits s'étaient affinés, dessinant plus d'angles que de courbes. Il s'était choisi une parure qu'il adorait, chaussures de marche, jeans bleus, pull ou t-shirt foncé, ainsi qu'un manteau noir à capuche qui lui descendait jusqu'aux genoux et qu'il adorait sentir flotter dans le vent. Matt avait laissé pousser ses cheveux qui commençaient à rebiquer sur ses oreilles et dans sa nuque comme autant de points d'interrogation. Aujourd'hui, ces deux mondes se mélangeaient, se heurtaient parfois. Celui des jeux, des figurines qu'il appréciait tant, et celui du jeune homme en devenir. Il s'interrogeait sur la conduite à tenir. Devait-il sacrifier ses passions juvéniles au nom de l'âge mûr ? Newton était un peu comme ça. Tobias, lui, n'avait pas encore eu de déclic. Il s'habillait n'importe comment et ne jurait que par les scouts et les jeux. Le chanteur de System of a Down beuglait ses mélopées et, lentement, Matt sombra dans le sommeil. Un sommeil agité par les silhouettes de ses parents se disputant tout bas dans leur coin. Fidèles à leur habitude, puis par les formes sensuelles de Patty et Connie, et enfin par un homme avec une langue et des yeux de serpent. Noël arriva plus vite que Matt ne l'avait craint. Les jours filèrent au rythme de ses parties de jeu de rôle avec Newton et Tobias. Ce dernier était finalement resté, les prévisions météo ayant contraint son groupe de scouts à annuler leur sortie dans les bois. Au début des vacances, les parents de Matt durent s'absenter 3 jours à cause de leur travail. Il fallut que Matt insiste pour pouvoir rester seul à la maison. Il voulait appeler Matt, sa babysitter attitrée depuis des années. Matt, je précise. Matt était une résidente du même étage, d'origine égyptienne. Sa peau ensoleillée était à l'image de son caractère, chaleureux et souriant. C'était une très grosse femme, douce et généreuse, qui avait veillé le petit Matt pendant des années, le soir quand les parents ne pouvaient rentrer tôt. Matt en gardait des souvenirs agréables, mais il aspirait désormais à plus de liberté. Et s'il conservait pour Matt une certaine tendresse, il devait bien avouer que cette célibataire endurcie l'agaçait à présent avec toutes ses petites attentions. En définitive, il put profiter de ces 3 jours en solitaire. Matt ne vint le visiter que le dernier soir. Le jour de Noël, Matt constata avec plaisir que ses parents s'efforçaient d'être calmes et, pour un peu, il aurait pu croire qu'ils allaient se remettre ensemble. En voyant la pile de cadeaux qu'il lui avait offert, le garçon fut d'abord submergé de joie avant de comprendre qu'il le gâtait parce que c'était leur dernier Noël tous les 3. Son sourire mourut sur ses lèvres avant de revenir devant le dernier paquet, le plus grand. Dès qu'il en aperçut un bout, il sut ce que c'était et explosa de bonheur. « L'épée d'Aragorn !»« C'est la vraie réplique, » précisa le père fièrement, « pas l'imagination remplie d'air. Celle-là, si tu l'aiguises, c'est une arme véritable, alors faudra faire attention, bonhomme. » Matt la sortit de son emballage et la brandit devant lui. Surpris par son poids, elle était affreusement lourde. La lame étincelait sous ses yeux, captant les lumières du plafonnier, comme des étoiles elfiques, songea-t-il. Elle était fournie avec un support mural et un étui en cuir et des sangles qui permettaient de la porter dans le dos, comme dans le film. « Merci, je sais déjà où je vais le mettre, » fit Matt. « J'ai hâte de voir la tête des copains quand je vais leur montrer. » Le lendemain, Matt s'habilla en vitesse et passa dans le salon où son père regardait la chaîne d'information. Le présentateur commentait de terribles images de tempête. C'est le 3e cyclone en 2 mois dans cette région habituellement épargnée, et cela n'est pas sans rappeler la vague de tremblements de terre qui secoue l'Asie. Une autre journaliste prit la relève. « Oui, Dan, c'est la question qui brûle toutes les lèvres désormais. Avec ces saisons qui ne se ressemblent plus à ce que nous connaissions et toutes ces catastrophes naturelles qui s'enchaînent depuis quelques années, on peut se demander si la planète n'est pas en train de changer bien plus rapidement que nous l'envisagions suite au réchauffement. » Le père de Matt prit la télécommande et changea de chaîne. Cette fois, ce furent des images de soldats patrouillant dans une ville lointaine accompagnés d'une voix monocorde, pas du tout préoccupés par ce qu'elle racontait. Les troupes armées
quadrillent la ville tandis que les conflits continuent de s'occuper le pays. Rappelons que la chaîne fut remplacée par une autre, bulletin météo. Nous invitons les personnes souffrant d'insuffisance respiratoire ou d'asthme à ne pas faire d'efforts car la qualité de l'air sera de 6 aujourd'hui. Une mauvaise nouvelle qui ne doit pas nous faire oublier que c'est bientôt le réveillon de la télé s'éteignit et le père tourna la tête vers Matt. « Tu sors, fiston ? Je vais voir Tobias et Newton, je vais leur montrer mon épée. » « Négatif, tu ne sors pas avec ça, c'est une arme, je te le rappelle, c'est interdit. Si tu veux qu'ils la voient, ils viennent ici. » Matt soupira mais acquiesça. « Ok, je la laisse là, je vais chez Newton, on va essayer sa nouvelle console de jeu. » 5 minutes plus tard, Matt arpentait les rues de l'East Side, engoncé dans son manteau mi-long, une écharpe enroulée autour du cou. Le froid s'était abattu sur la ville sans prévenir, brutalement, en une nuit, comme s'il avait voulu rattraper tout le retard en quelques heures. Il n'était pas 9 heures du matin et dans les rues entièrement verglacées, les véhicules roulaient au pas. Matt bifurqua au niveau de la 96e rue, une artère plus calme où une poignée de passants, le nez rivé sur leurs pieds, s'efforçaient de ne pas glisser. Il approchait d'une impasse obscure lorsqu'une lumière bleue en jaillit, avant de disparaître aussi brusquement. L'adolescent ralentit l'allure. Le flash bleu jaillit une fois encore et illumina le trottoir. Une enseigne lumineuse, dans cette ruelle, Matt n'en avait pas le souvenir. Pourtant, ça ressemblait à un puissant néon capricieux. Il s'arrêta sur le seuil de la voie, sans issue. Étroite emplie d'ombre. Une langue de béton s'engouffrant entre deux immeubles pour accéder aux containers de poubelles et aux escaliers de secours. Matt s'avança. Il avait du mal à distinguer le fond de l'impasse tant la pénombre était dense. Le flash bleu surgit à nouveau et illumina l'arrière d'une benne jusqu'à frôler les fenêtres du premier étage. Matt sursauta. Bon sang, c'est quoi ça ? Une forme humaine bougea au même endroit, mais, de là où il se tenait, Matt ne put en distinguer davantage. À cet instant, un bourdonnement électrique monta dans l'air, avant de se taire. Matt hésita. Devait-il s'assurer que le type n'était pas blessé ou partir en courant ? L'éclair bleu réapparut. Cette fois, il balaya le sol sans s'élever, léchant le bitume et faisant fondre aussitôt le verglas. Il provenait de la terre, constata Matt, et se déplaçait à la manière d'un câble électrique tranché, des saccades vives. Comme un serpent, pensa-t-il avec un frisson désagréable. Cette fois, il ne s'éteignit pas aussi vite, mais continua à se mouvoir en ondulant. L'éclair se terminait par de petites gerbes d'étincelles bleues, ressemblant à des doigts qui effleuraient des journaux abandonnés. Ces derniers s'enflammèrent immédiatement. Puis, comme s'il venait de trouver ce qu'il cherchait, l'éclair s'immobilisa face à 2 containers. Matt entendit alors un gémissement. Quelqu'un avait besoin d'aide. Sans plus réfléchir, il s'élança dans l'impasse. À peine eut-il eu le temps d'apercevoir des baskets usées qui s'agitaient dans un pantalon sale que l'éclair se jetait dessus. Puis, l'éclair disparut avec un claquement sec, laissant sur son passage une fumée épaisse et écœurante. Relent d'expériences chimiques, comme celles qu'il pratiquait en classe. Matt fit un bond en arrière et, le cœur battant, attendit un moment avant d'oser bouger. Lorsqu'il s'approcha enfin de l'endroit où il avait entrevu les jambes, il ne vit que les vêtements entassés, comme si l'homme s'était volatilisé. Impossible! Pourtant, les journaux terminaient de se consumer autour de lui en libérant de timides flammes bleues et jaunes. Tout s'était passé si vite, se pouvait-il qu'il n'eût pas bien vu ? Non, cette fois, j'en suis sûr, c'était bien réel. Un homme a été englouti par un éclair sorti du sol. Matt recula. « Oh la vache !» murmura-t-il. « Pince-toi, gifle-toi, mais fais quelque chose, se dit-il. Faut pas rester là, ce truc pourrait revenir. Mais aller où ? Rentrer prévenir ses parents ? La police ? Personne ne le croirait. » Les copains. Au début, ils se fichèrent de lui, mais ils avaient confiance, ils finiraient par le croire. Matt entendit un bourdonnement électrique dans le fond de l'allée et il détala sans plus attendre. À sa grande stupeur,
Ni Tobias ni Newton ne rirent de lui lorsqu'il leur raconta son aventure. Peut-être à cause de la peur qui se lisait encore sur son visage. Alors il ajouta l'histoire du serpent au bazar de Balthazar, et le Tobias explosa. Ah, je le savais, ces billes, c'était des yeux, je savais que je n'avais pas rêvé. Il fit à son tour le récit des billes, en forme d'œil qu'il avait suivi du regard. Alors Newton prit un air grave pour ajouter « Un gars au collège a raconté l'autre jour qu'il avait vu des lueurs bleues sortir des toilettes du sous-sol, et il était persuadé que ça n'était pas un problème électrique. Alors dites-moi les gars, c'est nous qui en faisons trop ou il se passe vraiment quelque chose ?» Ça me fait flipper tout ça, avoua Tobias. Tu dis qu'il ne restait plus que les fringues? Matt hocha la tête. C'était sûrement un clochard vu ce qu'il portait. Et sur ce chemin, j'ai subitement réalisé qu'on n'en voyait plus beaucoup ces derniers temps. Vous avez remarqué? C'est l'hiver, il s'abrite, tenta de modérer Tobias pour se rassurer. Non, jusqu'à ce matin, il ne faisait pas froid, contra Newton. T'as raison, Matt, il se passe un truc avec eux. On en voit de moins en moins, et le pire, c'est que ce sont pas les gens qu'on va rechercher en premier. Personne n'y prête attention. Ils peuvent disparaître complètement avant qu'on s'en rende compte. Ces types-là n'existent pas tout à fait pour les passants. Oh là là, ça me fait penser à ces vêtements qu'on voit parfois dans la rue ou sur les bords d'autoroute, s'alarma Tobias. On se demande toujours comment quelqu'un a pu perdre une chaussure, un chemisier ou un caleçon comme ça. Ça se trouve, c'est ce machin avec l'éclair, il emporte des gens depuis longtemps et personne ne s'en est encore rendu compte. Sauf que ça s'accélère, fit remarquer Matt. Tobias grimaça, effrayé, il demanda « Alors pourquoi les médias n'en parlent pas ?» Trop occupé à parler des catastrophes et des guerres, hasarda Matt, en se souvenant du journal du matin. Newton fit signe qu'il n'était pas d'accord. Et si c'était parce qu'aucun adulte ne voit tout ça? Tobias, puis toi, et ce mec au collège, que des ados, pas d'adultes comme témoins. Tobias croisa les bras sur son torse. On est mal, dit-il. Newton allait ouvrir la bouche lorsque sa mère entra dans la chambre. Les garçons, il faut que vous rentriez chez vous tout de suite. Ils viennent d'annoncer un énorme blizzard pour l'après-midi. Les trois adolescents s'observent en silence. Bien, madame, remercia finalement Matt. Vous voulez que je vous ramène en voiture? Non, ça ira, on n'habite pas loin. Tobias et moi, on va rentrer ensemble. Dans ce cas, ne tardez pas. D'ici 2 ou 3 heures, le vent va se lever sur les rues de New York. Pardon. Le vent va se lever et les rues de New York vont se transformer en gigantesques souffleries. Elle sortit en refermant derrière elle. Newton désigna son ordinateur. On reste en contact via MSN, ça vous va? Les autres approuvèrent, et bientôt Matt marchait avec Tobias dans Lexington Avenue, déjà balayée par un vent puissant. J'aime pas du tout cette histoire, j'ai mis le petit duo. Je sens que ça va mal tourner. Faudrait peut-être en parler aux parents, tu ne crois pas? Pas aux miens en tout cas, s'écria Matt pour se faire entendre. Ils n'en croiront pas un mot. Peut-être qu'ils auraient raison, non? Je ne sais pas quoi penser. Et si on se faisait peur pour rien? Des éclairs qui peuvent sortir du sol pour emporter les gens, ça se saurait, non? Écoute, fais comme tu veux, moi je ne parle pas à mes parents, c'est tout. Ils arrivèrent devant l'immeuble où vivait Tobias. Matt habitait un pâté de maisons plus loin. On se retrouve sur MSN dans 1 heure, confirma-t-il. Tu me diras ce que tes vieux ont dit. Tobias eut l'air embarrassé. Il finit par acquiescer, avant de le quitter. Matt lui posa une main sur l'épaule. Mais je suis d'accord avec toi sur un point. J'ai l'impression que ça va mal tourner. On va vers une catastrophe, j'ai l'impression, hein. Je dirais qu'on va vers ça en tout cas.
En route vers le chapitre 3. Chapitre 3. La tempête. Let's go. Ça va jusque-là, Jimmy? Lire, ça assèche la bouche, mais d'une force. C'est dingue. Oui, j'attends la suite, c'est franchement cool. Ouais, c'est bien. Et comme tu dis, les petites refs, c'est sympa. MSN, System of a Down, World of Warcraft, boutique de jeux vidéo, j'ai pensé à toi du coup. Ouais, mais ouais, c'est fun. Là, on va arriver sur la discussion MSN. Et c'est vraiment écrit comme sur MSN. Comme vous pouvez le voir. Surtout que ça donne la possibilité de faire un truc à côté et de te concentrer sur l'histoire. C'est vrai que c'est le genre de stream que je pourrais mettre en fond aussi, j'avoue. J'ai juste chier pour mes alertes qui fonctionnent pas, mais ça je regarderai hors stream tout à l'heure. Chapitre 3, la tempête. Matt monta dans sa chambre. Son père s'était installé dans le salon devant la télé, et sa mère dans le bureau était pendue au téléphone. L'épée brillait sur son lit. Il n'avait pas encore pris le temps de l'accrocher au mur. Il mit son ordinateur en marche et lança le programme de discussion à distance MSN. Newton était déjà connecté sous son pseudonyme Tortue Toxique. Matt lui envoya. Et le pseudo de Matt c'est Gros Minable. Je suis là. La conversation s'enclencha aussitôt. Faut que tu changes de pseudo, là c'est débile. Et toi arrête d'écrire comme un kobold. J'aime bien mon pseudo, il est drôle et on se méfie et on ne se méfie pas de ce qu'on sous-estime. Pratique. Gros minable, va, qu'est-ce que tu fais? Pour la dernière fois, écris normalement. À quoi ça sert d'avoir une langue si c'est pour la torturer? C'est une langue vivante? Non, c'est fait pour vivre, pour évoluer. Oui, langue vivante, et toi tu l'as fait souffrir. Ok, c'est bon, je vais caresser la langue dans le sens du poil. Lâche-moi, monsieur Pierce. Monsieur Pierce était leur professeur d'anglais. Matt se leva et alluma la petite télé qu'il avait dans sa chambre. Il tomba sur une édition spéciale du journal. Le présentateur incitait les gens à ne plus sortir de chez eux car un blizzard colossal. Le mot fit tiquer Matt. Colossal ne sortait pas de la bouche des présentateurs télé d'habitude, ce qui n'était pas bon signe du tout. Se rapprochait de New York et on s'attendait à des rafales de vent dépassant les 150 km/h et des chutes de neige colossales. Cette fois, Matt se leva. Les présentateurs télé ne répétaient jamais le même mot dans une phrase, c'est comme si un coiffeur voulait couper les cheveux avec un sécateur. On ne fait pas ce genre d'énormité quand on est adulte et professionnel. Alors répéter colossal trahissait le haut degré de panique qui touchait la rédaction. Matt se précipita sur son clavier. T'as regardé la télé? Je crois qu'ils sont affolés, même aux infos, les choses ne tournent pas rond. Ouais, bulletin d'alerte météo à tout va. J'étais aussi sur MSN avec mon cousin à Boston et depuis 5 minutes, plus rien. Je viens d'essayer de l'appeler et la ligne est en dérangement. Sur les infos, ils disent que le blizzard est au-dessus de Boston en ce moment. Tobias se connecta avec le pseudo Castor Magique. Salut les gars, j'ai parlé à mes parents, ils ne m'ont pas cru. Sans blague, et tu t'attendais à quoi? Qu'ils aillent chercher le numéro de SOS Fantôme dans le bottin pour nous sauver? Je sais pas, compter sur ses parents, c'est pas un truc qu'on t'a appris. Pour le coup, c'est raté. Matt allait se mêler à la conversation lorsque son attention fut captée par la télévision.
l'image se voilait, des parasites firent très sauter le présentateur. Ça, c'est la transmission satellite, ça veut dire que la tempête approche. Et comme pour le confirmer, une gigantesque ombre s'étendit sur l'avenue. Matt se précipita contre la fenêtre. Toute la rue était plongée dans un clair-obscur crépusculaire qui fit ressortir des centaines de lumières des immeubles. Matt eut l'impression qu'un gigantesque oiseau stagnait au-dessus des toits. Il inspecta les cieux. Un nuage noir recouvrait toute la ville. Un nuage colossal. Le vent s'engouffra dans l'avenue et frappa la fenêtre avec un sifflement strident. La lucarne cathodique se brouilla. Les couleurs s'évanouirent. Puis, après un pop, l'image disparut complètement. Écran noir, bientôt remplacé par la mire. Matt zappa et découvrit que la plupart des chaînes subissaient le même sort. Elles se coupaient toutes, les unes après les autres. Le jeune garçon se cala devant son ordinateur. Ça y est, le blizzard est sur nous. C'est arrivé plus vite qu'il ne l'avait annoncé. Il n'y a même plus de télé. Tu m'étonnes, c'est la panique dans ma rue. Les gens ont été pris de vitesse. Ça klaxonne de partout. J'ai les Newton n'acheva pas sa phrase. Matt patienta une minute, mais rien ne vint. Soudain, un message s'afficha. Vous êtes déconnecté d'Internet. Matt tenta de relancer l'opération, y compris en rebranchant le modem, sans succès. Qu'est-ce qui se passe? Brusquement, l'éclairage de sa chambre se coupa. Matt se retrouva dans une pièce sombre et silencieuse. Blackout, s'écria son père du salon. Je vais chercher des bougies dans la cuisine, personne ne bouge. Matt fit rouler son fauteuil jusqu'à la fenêtre, vit les lumières des immeubles s'éteindre les unes après les autres, façade après façade. L'obscurité coula sur la ville. Il n'était pas midi pourtant. On se serait cru dans les dernières secondes d'un coucher de soleil. Lorsque la lumière prend cette teinte si particulière, spectrale. Et c'était exactement ça. La lumière des fantômes, celle qui ne perce pas les ténèbres, qui ne fait que souligner la vie un bref instant. Le père de Matt toqua à la porte et déposa sur le bureau une bougie allumée dans un petit bougeoir. « Te fais pas de bille, fiston, le courant va revenir. » « Tu as vu les infos, papa? Le blizzard ne devait arriver que dans l'après-midi. Ils se sont encore plantés, je te le dis, moi, le gars qui fait des prédictions météo, il devrait se faire virer. C'est de moins en moins fiable. » Son père était enjoué, il prenait tout cela à la légère, à moins que ce ne soit pour te rassurer, songea Matt. Et ça peut durer longtemps, un black machin? Un blackout? Ça dépend. 2 minutes comme 2 jours, en fonction des travaux effectués. T'en fais pas, à l'heure où nous parlons, des dizaines de techniciens s'acharnent déjà à faire revenir tout ça à la normale. L'optimisme de son père le tuait. C'était souvent ça avec les adultes, trop optimistes ou trop pessimistes. Matt voyait rarement des gens rester sereins, sans trop en faire. Et d'ailleurs, les films le montraient bien. En cas de catastrophe, une partie des gens criait et entraînait les autres vers le drame, et l'autre partie qui se croyait invulnérable ne finisse guère mieux. Les héros étaient ceux qui savaient rester au milieu, prenant des choses sans trop d'émotion, avec juste le recul nécessaire. Était-ce vrai ou quotidien? Les gens bien, les héros de ce monde, étaient-ils capables de se modérer en toutes circonstances? Allez, c'est le moment de ressortir les bons bouquins d'horreur, fit son père. Tu n'as pas un Stephen King à te mettre sous la dent? Dans des conditions pareilles, ce serait un moment de lecture inoubliable. Sinon, je dois avoir ça dans ma bibliothèque. J'ai ce qu'il faut, merci papa. Son père le scruta un instant, sans trouver les mots, ce qu'il aurait aimé faire entendre à son fils. Il lui fit un clin d'œil avant de sortir et referma la porte. La bougie brûlait et diffusait une clarté ambrée. Sûr que c'était idéal pour lire, mais Matt n'en avait aucune envie. Il était trop inquiet par ce qui se passait dehors. Il pivota vers la fenêtre. À présent, de gros flocons de neige fusaient dans le vent, manœuvrant dans l'air avec la puissance et l'adresse d'avions de chasse. En quelques minutes, l'avenue disparut derrière un épais rideau tourbillonnant. Matt n'y voyait plus rien, c'était fini. Il peignit toutes les personnes encore dehors et qui cherchaient à rentrer chez elles avec si peu de visibilité. On ne devait même pas voir le bout de ses mains. Les heures passent, Matt finit par s'ennuyer. Il attrapa une bande dessinée qu'il feuilleta nonchalamment.
Dans l'après-midi, il essaya de rallumer la télé puis la radio, mais il ne se passait rien. L'électricité n'était pas revenue. La neige, elle, ne cessait de se déverser en paquets contre la fenêtre. En fin de journée, sa mère alla frapper aux portes des voisins pour s'assurer que tout le monde allait bien et ils organisèrent avec les 6 appartements de l'étage un roulement pour cuire les dîners, car certains n'étaient équipés que de cuisinières électriques. Le gaz avait donc ses avantages, s'amusa-t-on à répéter dans le couloir, et une sorte de colocation bon enfant s'installa entre les appartements dont on laissa les portes grandes ouvertes. Le soir, la famille Carter mangeait en compagnie de Matt et des Gutierrez, un couple de retraités qui vivaient juste à côté. Personne n'avait d'enfant de l'âge de Matt à cet étage, et son seul copain dans le building était en vacances en Californie. Matt ne s'attarda pas à table et souhaita une bonne nuit à tout le monde. Matt le salua avec plus de tendresse que ses parents, qui étaient en pleine discussion avec les Gutierrez. Il s'empara au passage d'un paquet de biscuits et s'enferma dans sa chambre. Provisions en cas de petit creux nocturne, lampe torche pour y voir clair en cas d'envie de pipi, et une formidable tempête à l'extérieur pour égayer la nuit. À force de voir tout le monde plaisanter de la situation, Matt avait décidé lui aussi de prendre tout cela à la légère. En tout cas avec plus d'excitation et moins d'angoisse. Oui, le blizzard était énorme. Oui, il aurait été tombé dessus plus tôt que prévu. Mais cela n'en faisait pas pour autant la fin du monde. Sauf qu'il y a tous les signes étranges depuis quelques jours. Le vieux vendeur à la langue de serpent, les billeux, les éclairs à valeur de gens, tout ça faisait beaucoup. En même temps, maintenant que les heures étaient passées sur ses souvenirs, Matt les estimait moins perturbants. Il devait bien y avoir une explication rationnelle à tout ça. Un truc d'adulte que Matt et ses amis ne pouvaient saisir. Oui, peut-être une drogue des terroristes dans l'eau potable de la ville et qui donnait des hallucinations? Pourquoi pas? On parlait sans arrêt des terroristes. Quand il était enfant, son grand-père lui avait dit, alors qu'il pleurait parce qu'il avait peur des terroristes dont on craignait sans cesse l'attaque, « Dis-toi qu'avant les terroristes, on a eu les communistes, on a eu les nazis, avant les nazis, on a eu les Anglais, et avant les Anglais, on a eu les Indiens. Bref, il a toujours fallu qu'on s'invente des ennemis dans ce pays. Et je vais te dire, certains sont devenus des amis, et les autres n'existent plus ou sont inoffensifs. Le monde est comme ça, fiston. Si tu n'as pas d'ennemis, tu n'avances pas. Alors rassure-toi, et serre-t'en comme un moteur pour progresser dans la vie. Sois fort. » Sur quoi sa mère lui avait dit que grand-père était un pecno de républicain. Mais ça, Matt ne l'avait pas compris et ne le comprenait pas mieux aujourd'hui, d'ailleurs. Malgré tout, la menace terroriste était plausible pour expliquer ce qu'il avait vu. Matt se coucha avec sa lampe et toute une pile de bandes dessinées qu'il avait ressorties de ses tiroirs. Le paquet de biscuits était lui aussi parmi les draps ainsi que son épée. Matt hésita. Il ne pouvait pas dormir avec elle tout de même. Qu'aurait pensé de lui Connie et Patty si elle l'avait vu dormir avec une épée? Elle se serait bien moquée de lui, assurément. À son âge. Oui, mais elles ne sont pas là, trancha Matt. Le vent forcit encore et cognait à la fenêtre devenue noire aux heures de la nuit. On ne percevait aucune lumière dans la rue, aucune lueur de bougie dans les immeubles en face. Rien que la nuit, opaque, et la tempête hurlante. Matt finit par s'endormir. Il fut réveillé une première fois par les guet-terriers qui s'en allaient en criant trop fort le remerciement, et une seconde fois, beaucoup plus tard dans la nuit, par une détonation. Matt sursauta. Ses paupières battaient la chamade au même rythme que son cœur. On venait de tirer quelque part. Était-ce dans l'appartement? Pas un bruit, pas une lumière dans les pièces voisines. C'est alors qu'il se rendit compte. La tempête avait cessé. Par réflexe, il regarda son réveil dont l'écran était muet. L'électricité n'était pas revenue. Sa montre affichait 3h30. En t-shirt et caleçon, Matt se leva et s'approcha de la fenêtre. L'avenue était toujours planquée dans l'obscurité. Une épaisse croûte de neige recouvrait les bords des fenêtres. Alors l'explosion percuta à nouveau le silence,
loin dans la ville et pourtant considérable. Il recula d'un pas, instinctivement. « Qu'est-ce que c'est que ce boucan » murmura-t-il, convaincu que cette fois ce n'est pas un coup de feu. Il revint se planquer contre la vitre froide et scruta l'obscurité. Un puissant flash bleu illumina l'horizon, et durant une fraction de seconde, les contours des buildings apparurent en ombre chinoise sur le ciel. « Ouah !» fit-il en reculant à nouveau, cette fois sous l'effet de la surprise. 3 éclairs simultanés déchirèrent la nuit. Des éclairs bleus. Et aussitôt la ville au loin se mit à clignoter sous ces flashs. Matt compta une douzaine d'éclairs qui surgirent sur les immeubles, comme d'immenses mains qui s'y accrochaient. Puis deux fois plus, et en moins d'1 minute, Matt ne pouvait plus les compter. Il ressemblait à celui qui avait fait disparaître le clochard dans l'impasse, mais en version géante. Il glissait sur les murs, à toute vitesse, et Matt eut l'impression qu'il touchait les parois comme on palpe un fruit pour savoir s'il est mûr avant de le manger. Pis encore, ils avançaient, ils venaient vers lui. « Oh non, pas ça », dit-il tout bas. Il fallait sortir et se retrouver dehors avec ces machins, non, pas une bonne idée. Au contraire, il devait rester à l'abri, et peut-être qu'il passerait au-dessus ou à côté sans faire de dégâts. Matt guetta l'horizon, il se rapprochait si vite. Le vent se réveilla, et des volutes de neige se soulevèrent pour dessiner des tourbillons. Cette fois, le vent soufflait dans l'autre sens. Que se passait-il? Une autre tempête allant dans la direction opposée? Un coup de tonnerre fit résonner toute l'avenue lorsqu'un éclair gigantesque s'éleva du sol pour se jeter sur un immeuble de l'autre côté de la rue. Matt vit l'énorme arc électrique grimper de fenêtre en fenêtre et lancer des tentacules crépitants pour les atteindre le plus vite possible. C'est une grosse main, c'est ça, une grosse main. Et alors, tandis qu'il croyait avoir vu le plus terrifiant, Matt découvrit en plissant les yeux que les extrêmes de l'éclair ne faisaient pas qu'escalader l'immeuble. Elles entraient par les fenêtres, qui explosaient et ressortaient aussitôt en laissant une fumée blanche dans leur sillage. Ce truc est en train de volatiliser les gens, comme le clochard ce matin. Ils allaient tous se faire absorber, disparaître en une fraction de seconde. Matt bondit sur son pantalon qu'il enfila à la hâte et il enfonça ses pieds dans ses chaussures sans prendre le temps de mettre ses chaussettes. Il ne savait pas où aller, mais il ne fallait pas rester là. Peut-être que dans le couloir il serait protégé de ces infâmes. Un autre craquement féroce le fit sursauter alors qu'un nouvel éclair venait d'apparaître sur la façade en face de la sienne. Survivre n'était plus qu'une question de temps. Prévenir ses parents. Un flash bleu l'aveugla et le plancher se mit à trembler. Un grondement monta depuis les fondations de l'immeuble. Un éclair était sur eux, en train de grimper vers Matt, dorénavant Jean d'étage en étage. Pas le temps, dit-il tout haut en voyant son manteau dans un coin de la pièce. Il se précipita dans le corridor, son père dormait sur le canapé de salon, sa mère dans leur chambre. Vite! Les murs aussi se mirent à trembler. Le grondement devint de plus en plus fort, assourdissant. Et juste avant que Matt n'entre dans le salon, les fenêtres explosèrent. L'éclair dévasta tout, accompagné par un vent phénoménal qui hurlait, traversa l'appartement de part en part. Lorsqu'il arriva sur Matt, le garçon eut à peine le temps de mettre les mains devant son visage pour se protéger, qu'il le foudroya et repartit en laissant une épaisse fumée blanche derrière lui. Fin de chapitre. Ah là, on est dans l'histoire, hein. Moi, je suis bien dedans. Ouh.
Je vais faire un dernier chapitre pour ce soir. Mon avis, ses parents, ça sent pas bon, hein. Chapitre 4. Autre monde. Titre du livre, du coup. Le froid le réveilla. Matt ouvrit difficilement les yeux, ses paupières étaient lourdes, son corps courbattu, comme s'il avait couru un marathon la veille. Il prit conscience du froid qui l'enveloppait. Où était-il? Que s'était-il passé? Soudain, la confrontation implacable avec l'éclair lui revint en mémoire, et Matt se redressa trop vite. Sa tête se mit à tourner, il posa une main sur le mur du couloir pour se retenir. Il faisait jour, une lumière de petit matin. Le parquet était glacé. Un courant d'air souleva des papiers devant lui. Il flottait mollement dans l'appartement, à la manière des nuages égarés. Matt se leva et marcha vers le salon, un nœud dans l'estomac. Qu'était-il arrivé à ses parents? Le salon était dans un tel état qu'un troupeau d'éléphants n'aurait pas fait plus de dégâts en le traversant. Tout était renversé, les livres éparpillés avec la vaisselle, les bibelots brisés au pied des meubles dont certains étaient tombés. Matt reconnut un caleçon et un vieux t-shirt des Rangers qui traînaient sur le sofa. Des affaires que son père portait souvent pour dormir. La grande baie vitrée n'existait plus. Le vent de l'avenue s'engouffrait dans l'appartement avec les flocons de neige. Matt avala sa salive. Il fit demi-tour et se rendit dans la chambre de ses parents. Vide également, et dévastée. Il visita toutes les pièces désertes. Pas une fenêtre n'était intacte, et bien qu'anesthésié par l'émotion, Matt grelottait. Dans le lit où dormait sa mère, il tira les draps. La chemise de nuit était à peine froissée au milieu du matelas. Comme avec le clochard dans la ruelle, il ne reste plus que les vêtements. Matt secoua la tête pour chasser les larmes. Il ne voulait pas y croire. Non, ils sont quelque part, peut-être chez les Guétériers ou chez Matt. Tout ça ressemblait à un cauchemar. Il se précipita dans le couloir et sonna aux portes, puis, comme il n'obtenait pas de réponse, il tambourina dessus. Personne n'ouvrit. Matt ne percevait pas le moindre son, pas une trace de vie. Se pouvait-il qu'il soit le seul rescapé? Pas ça, pitié, pas ça, se dit-il sans adresser sa prière à quiconque. Il retourna chez lui, prit le téléphone. Aucune tonalité. Et pas davantage avec le téléphone portable. La télé non plus ne fonctionnait pas. L'électricité n'était toujours pas revenue. Il se pencha par la baie désormais ouverte sur le vide. 23 étages plus bas, l'avenue semblait l'aspirer. Matt se retient au chambranle. La neige tapissait le paysage. Plus aucune voiture n'était visible, rien d'autre qu'un épais molleton blanc. Toute la ville était touchée, tout le pays. Qu'allait-il faire? Son ventre se creusa et la panique remonta jusqu'à sa gorge, accompagnée d'un flot de larmes qui remplirent ses yeux. Qu'allait-il faire? Matt sentit ses jambes perdre toute force. Il se laissa glisser au sol. Ses joues étaient si froides qu'il ne sentit pas les larmes ruisseler. C'était la fin de toute chose sur terre. Matt se recroquevilla et se mit à trembler. Après un moment, les larmes s'étaient taries. Son corps voulait vivre, il luttait. Et soudain, le jeune garçon prit conscience de la vie qui brûlait encore en lui. La vie et l'espoir. Que savait-il de l'extérieur? Que savait-il de ce que devenaient les gens dévorés par des éclairs? Et s'ils vivaient encore quelque part? Et s'ils n'avaient pas disparu? S'ils étaient tous en bas à l'abri dans un gymnase, quelque chose dans le genre? Cela lui semblait peu probable, jamais ses parents ne l'auraient abandonné ici. Il faut que j'aille voir, il y a forcément du monde dans les rues. La température avait anesthésié la panique et la peur en lui. Matt essaya de bouger. Il eut un mal fou à se relever.
Se couvrir, se réchauffer, voilà quelles étaient ses priorités. À ce moment, un cri monta de l'avenue, un cri d'enfant, un cri de terreur qui disparut aussitôt qu'entendu. Matt se pencha à nouveau, parcouru d'un frisson, sans rien remarquer de particulier. Pourtant, cet enfant avait vu ou subi quelque chose de terrible pour pousser un cri pareil. Seule bonne nouvelle à en déduire, il n'était pas seul. Matt retourna dans sa chambre, s'emmitoufla dans une couverture de laine pour retrouver de la chaleur et s'assit sur son lit pour réfléchir. D'abord, il devait descendre. Peut-être qu'il croiserait des résidents dans les étages. Il emprunterait l'escalier de service, hors de question d'utiliser l'ascenseur. Car même s'il fonctionnait encore, ce dont Matt doutait fort, le risque de se retrouver coincé pour le reste de ses jours ne le tentait pas. S'il ne croisait aucun de ses voisins, alors il patrouillerait à la recherche de survivants. Pas ce mot survivant voudrait dire que tous les autres étaient morts, et ça je n'en sais rien, peut-être qu'ils sont ailleurs. Le visage de ses parents revint titiller son chagrin, mais il le chassa, il lui fallait trouver la clé du mystère pour les sauver. Matt voulut vérifier l'heure à sa montre et constata qu'elle ne fonctionnait plus. Il pesta et le défit de son poignet pour l'abandonner sur son bureau. Il fallait s'équiper, ne rien oublier, car il ne regrimperait pas de sitôt les 23 étages. De quoi avait-il besoin? Vêtements chauds, lampe torche, un peu d'eau et de nourriture pour reprendre des forces dans la journée. Des pansements, songea-t-il, pour soigner l'éventuel blessé. Oui, mais que pourra-t-il soigner avec de simples pansements? Et une arme? Que pouvait-il rencontrer une fois en bas? C'est pas à New York qu'on risque de se faire attaquer par un ours. Pourtant, il en prendrait une. Il se tourna et caressa la lame de son épée. Elle ferait l'affaire. Il attendit encore un quart d'heure, afin de bien se réchauffer, lorsqu'une vitrine éclata dans la rue. Il alla voir par sa fenêtre et resta une longue minute à scruter sans rien apercevoir. Allez, il faut y aller. Il enfila un gros pull à col roulé noir, son manteau mi-long, pas assez chaud pour ce genre de climat, mais qui avait l'avantage d'être sous la main, et prit ses gants. Il s'équipa de sa besace en tissu, dans laquelle il enfourna le paquet de biscuits de la veille, une bouteille d'eau et les 3 pommes qu'il dénicha dans le frigo. Lampe torche et pansement terminèrent de la remplir. Enfin, Matt ses l'étui en cuir et les lanières qu'il avait prévu d'accrocher au mur, et les sangla dans son dos pour y glisser l'épée. Il remua les épaules pour s'habituer à son poids. Il était fin prêt. En moins d'1 heure, il était passé du désespoir à la détermination, sans se rendre compte que ses nerfs passaient d'une émotion à l'autre avec une facilité qui aurait dû l'alarmer. Un adulte aurait compris qu'il frôlait la crise des nerfs. Matt sortit de l'appartement et se rendit sur le palier de Matt. Il frappa plusieurs fois et l'appela. « Matt, c'est moi, le petit Matt. Allez, ouvre-moi !» Curieusement, alors qu'il attendait dans la pénombre, une salve de souvenirs agréables le toucha, concernant celle qui avait été sa baby-sitter, et parfois même sa nourrice. Elle lui répétait qu'ils étaient faits pour s'entendre. Seul Matt pouvait comprendre Matt. Ces derniers mois, depuis son retour de vacances avec le cousin Ted, il l'avait presque évité. Sa douceur et son attention le renvoyaient trop à l'enfant qu'il avait été. Celui-là même qu'il tentait de fuir. Pourtant, en cet instant, il aurait donné n'importe quoi pour la voir surgir et pour qu'elle le prenne dans ses bras. Matt insista encore, longtemps, avant de se résoudre à partir. Il se tourna vers la porte des escaliers qu'il poussa. La cage était plongée dans une obscurité profonde. Aucune lumière, pas un bruit, sauf celui du vent qui ressemblait au hurlement d'un loup en passant sous les portes. C'est le moment de prouver ta valeur, s'encouragea Matt en allumant la torche. Il s'élança en tenant la rambarde d'une main. L'épée n'était pas pratique. Elle trépidait à chaque marche et son poids semblait doubler à chaque soubresaut. Matt se mit à parler à voix haute pour se rassurer. Je vais commencer par aller chez Tobias, ensuite chez Newton, et peut-être qu'en chemin je croiserai des gens.
La lampe découpait un cône blanc devant lui, et Matt ne tarda pas à découvrir ce qui le mettait mal à l'aise. Tout ce qu'il ne pouvait pas voir. Or, dans une cage d'escalier comme celle-ci, il ne pouvait rien voir. Les paliers se succédaient au fil des gros chiffres rouges. 19, 18, 17. Soudain, une porte grinça plusieurs niveaux en dessous et claqua. Matt s'immobilisa. « Il y a quelqu'un » demanda-t-il sans y mettre beaucoup de cœur. Pas de réponse, rien que le vent hurlant à la mort. « Il y a quelqu'un » répéta-t-il plus fort cette fois. « Je suis Matt Carter de l'appartement 2306. » Sa voix résonna, se répercuta sur les 30 étages de marche en béton, et il eut l'impression qu'une dizaine de garçons posaient la même question. Toujours pas de réponse. Matt finit par reprendre sa descente, intrigué. Était-ce le vent qui avait fait s'ouvrir une porte probablement? 15, 14, 13... Matt allait atteindre le palier suivant lorsqu'un grognement le fit stopper, le pied en arrêt. Il braqua sa lampe vers l'origine du bruit et un caniche blanc apparut. « Qu'est-ce que tu fais là, toi, t'es perdu, c'est ça ?» Le caniche était assis et le guettait de ses billes noires. Matt s'approcha et brutalement, les babines du chien se relevèrent sur les rangées de petites dents pointues. « Ok, je te laisse tranquille, on se calme, gentil. » Mais le caniche se jeta sur le garçon. Matt bondit en arrière tandis que les mâchoires se refermaient sur son jean. Le chien était accroché à lui et grognait, un grondement guttural comme Matt n'en avait jamais entendu. C'était très surprenant pour un chien sur toute cette taille. Sous l'emprise de la peur, Matt lança sa jambe pour le faire lâcher. Le petit monstre retomba au sol et sur un réflexe aussi salvateur que cruel, Matt shoota dedans d'un coup de pied magistral qui propulsa le chien sous la rambarde, happé par 12 étages de vide. Matt porta la main à sa bouche et entendit un son horrible, un choc mou et liquide. Le chien n'avait même pas couiné. « Qu'est-ce que j'ai fait » s'affola-t-il. Il venait de tuer un caniche. Il fut pris d'un tel sentiment de culpabilité qu'il faillit se mettre à pleurer. Mais il revit le contexte. Le chien l'avait attaqué, il s'était défendu. Oui, c'était ça, de la légitime défense. Comme on disait sur la chaîne diffusant des procès toute la journée. Matt se secoua, inspira un grand bol d'air et se remit en route. Parvenu au rez-de-chaussée, il aurait tout donné pour ne pas avoir à contempler le cadavre sanglant du chien, juste sous ses yeux. Le jeune garçon détourna la tête et se précipita dans le hall. Personne en vue. Les portes de l'immeuble étaient closes. Matt en tira une, aussitôt une vague de neige se déversa à ses pieds et le vent glacial le saisit. Sous ses yeux, une étendue vierge d'environ 50 cm d'épaisseur. Marcher dans de telles conditions s'annonçait éprouvant. « Ça commence bien, décidément, » grinça-t-il. Il parvint à sortir et chaque pas ne tarda pas à confronter sa prédiction. C'était infernal. Il était obligé d'allonger sa foulée enfoncée jusqu'aux cuisses. Et puis, deux éléments ne tardèrent pas à l'inquiéter. D'une part, le ciel gris dont les nuages étaient si bas qu'ils faisaient disparaître le sommet des buildings les plus hauts. D'autre part, l'improbable silence qui régnait sur la ville. Cette ville bruyante à toute heure du jour et de la nuit, et où il n'entendait rien d'autre que le ululement des rafales entre les profondes artères. Ce silence dans un paysage d'acier et de verre créait un paradoxe angoissant. Et puis, autre chose aussi, qu'il n'arrivait pas à définir, ne parvenait pas à identifier, mais qui planait là autour de lui. Devant le restaurant qui faisait l'angle de la rue, Matt poussa la porte du petit local toujours plein en temps normal. Des vêtements gisaient éparpillés sur le sol. Chaussures, chaussettes, sous-vêtements, il ne manquait que les corps à l'intérieur. Matt serra les dents. Malgré ça, les sanglots montèrent et il se mit à pleurer. Appuyé contre le bar. Où étaient-ils tous? Qu'étaient devenus ses parents, ses voisins, les millions d'habitants de cette ville? Lorsqu'il se fut délivré de son émotion, Matt sortit sans un regard derrière lui. Il avait encore l'espoir de croiser d'autres rescapés. Tout ce qu'il demandait pour tenir le coup était de ne pas revoir les vêtements échoués partout.
Ça lui faisait penser à des fantômes et il ne le supportait pas. Matt mit une demi-heure pour rejoindre la maison de Tobias, alors qu'il n'en fallait pas 5 en temps normal. Il alla entrer dans le bâtiment lorsqu'un bruissement dans la neige attira son attention. À une cinquantaine de mètres, des flocons s'envolaient et une forme essayait de s'extraire de la neige. Un chien, devina-t-il, de grande taille. S'il est comme le caniche de tout à l'heure, mieux vaut ne pas l'attendre. Matt se hâta de se mettre à l'abri. La cage d'escalier était comme chez lui, aussi sombre qu'un trou de taupe. C'est reparti, soupira-t-il. Il monta jusqu'à l'étage de Tobias, et cette fois ne fut pas attaqué. Bien qu'au 6e, il entendit un chat s'énerver contre la porte avec une rage qui lui fit grimper les marches 4 à 4. Si le monde était devenu fou en quelques heures, une chose demeurait la même. Monter 12 étages faisait toujours aussi mal aux cuisses et aux mollets. Le couloir ne disposait d'aucune ouverture sur l'extérieur, si bien qu'il dut garder sa torche allumée contre lui. S'il se passait quoi que ce soit, il ne pourrait pas saisir son épée et la lampe en même temps. L'arme était bien trop lourde pour être manipulée d'une seule main. Aucune raison pour que ça se passe mal, se rassura-t-il. Il fila jusqu'à la porte de Tobias et sonna tout en frappant. Comme il n'obtenait aucune réponse, il cria « Tobias, c'est moi, Matt, ouvre! Allez, s'il te plaît, dépêche-toi !» Mais rien ne vint, et Matt fut contraint de se rendre à l'évidence. Tobias également avait disparu. « C'est pas vrai, dit-il en sentant sa gorge se serrer et les larmes remonter. Je ne veux pas rester tout seul. » Un grognement sourd surgit dans son dos, semblable à celui d'un ours ou d'un lion, en provenance de l'appartement d'en face. Matt se raidit. Puis la porte qui retenait la chose résonna comme si on l'entendait de l'intérieur, comme si on l'enfonçait de l'intérieur. Matt se résuma la situation. Un animal sauvage allait surgir d'un moment à l'autre qui se trouverait entre lui et l'escalier de secours. La porte trembla sur ses gonds, prête à s'effondrer. Matt n'avait plus le temps de passer devant pour fuir. Il avisa l'autre côté, un mur sans issue. Il secoua la tête, il était pris au piège. La porte vola en éclats et une ombre imposante sauta sur le seuil. Ni tout à fait humaine, ni tout à fait animale. Qui passa? Qui passa? C'était donc les 4 premiers chapitres d'un autre monde de Maxime Chatham, ou Chatham, à mon avis, Chatham peut-être. Trop top. Vrai ?